Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Voici le programme. Et on commence par du sport. Ce soir, la France affrontera le Maroc pour la demi-finale de Coupe du Monde de football. Un match teinté d'histoire puisque le Maroc est le premier pays africain à atteindre les demi. La France, elle, compte bien accéder en finale pour peut-être obtenir une troisième étoile à son maillot. Qu'on d'envoi à 20h. Alors, où regarder le match? Dans les Yvelines, quelle est l'ambiance? Nous suivrons sur le terrain notre journaliste Grégory Canalé. Accompagner la transition écologique au sein de la filière automobile, voici l'objectif du nouveau campus des métiers situé à l'usine Renault-Flin. Face aux enjeux de décarbonation, ce site souhaite notamment développer les métiers du recyclage, du tri et du réemploi, comme le fait de remplacer son moteur thermique par un moteur électrique ou à hydrogène. Nous ferons le point avec notre journaliste Nicolas Dandry et la directrice du campus, c'est notre invité. Et comme chaque mercredi, nous parlerons de cinéma dans votre 7-8. Cette semaine, focus particulièrement sur Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est la suite du plus gros succès du cinéma mondial dans un univers marin spectaculaire. Nous en parlerons avec le directeur du Ciné 7, Delancourt. Et on retrouve tout de suite sur le terrain Grégory Canalé, notre journaliste. Grégory, vous êtes au bar Up to You situé à Montigny, le Bretonneux. Oui Mathilde, parce que comme dans de nombreux bars yvelinois, la rencontre de ce soir entre la France et le Maroc, cette demi-finale de la Coupe du Monde sera diffusée ici dans cet établissement qui fait face au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Alors même si la rencontre est à 20h, les supporters commencent à arriver, l'ambiance monte petit à petit ici avant ce match et je suis avec Sonia Kétou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de cet établissement Up to You à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que beaucoup de monde est attendu ce soir pour cette rencontre? Alors énormément de monde justement, c'est pour ça qu'on a essayé d'optimiser au mieux l'espace qu'on pouvait avoir pour accueillir le maximum de personnes et ne frustrer personne pour pouvoir soutenir la France ce soir. Est-ce que vous savez si on va avoir beaucoup de supporters de la France, quelques supporters du Maroc aussi? Je pense qu'on aura quand même quelques supporters du Maroc, après forcément les franco-marocains, on en a aussi quelques-uns ici, donc le cœur va balancer entre les deux équipes. En tout cas nous on est pour la France, mais que le meilleur gagne. Alors on sent que l'engouement monte petit à petit autour de cette équipe de France qui en plus défend son titre de championne du monde. Ici au Up to You, est-ce que les supporters étaient présents dès les premiers matchs ou ça monte petit à petit depuis le deuxième tour et ce huitième de finale face à la Pologne? Alors ça monte crescendo. Notamment le match dernier où là pour le coup on a eu une affluence record face à l'Angleterre, le quart de finale. Tout à fait, donc c'est venu gentiment jusqu'à arriver en quart et là les quarts on démarre assez sur des chapeaux de roue quoi. Alors la France est quand même favorite dans cette rencontre, est-ce que vous avez un petit pronostic pour ce soir Sonia? Moi personnellement je dirais 2-1, 2-1, ouais. 2-1 pour Sonia, pour la France bien évidemment. Mathilde, peut-être en plateau, est-ce que vous avez un pronostic pour la rencontre de ce soir? Moi, je dirais 1-0 pour la France, mais peut-être 2-1 pour la France, c'est possible. Et Grégory, j'ai une question pour les Yvelinois qui ne souhaitent pas se rendre dans un bar ou qui ne souhaitent pas regarder le match chez eux. Est-ce qu'il y a d'autres solutions dans les Yvelines? Oui, d'autres solutions existent. Il y a des communes notamment qui se mobilisent et qui vont diffuser également la rencontre de ce soir sur écran géant. Alors quelques exemples à vous proposer, notamment à Houdan. Le rendez-vous est donné à la salle des fêtes. Du côté du Perret-en-Yvelines, on est mobilisé depuis le début de cette Coupe du Monde avec la diffusion de tous les matchs de l'équipe de France sur écran géant. Ça se passe à la salle des fêtes de la Marolou qui a 250 places assises. Si vous êtes plutôt supporters du Maroc, on disait qu'ici dans ce bar il y aurait surtout des supporters de l'équipe de France. Il y a une solution qui s'offre à vous, c'est le hall 5 du parc des expositions de Mantes-la-Jolie qui est un peu le camp de base des supporters des Lions d'Atlas depuis le début de la compétition. On a vu de nombreuses scènes de liesse notamment dans la ville de Mantes-la-Jolie et enfin à Poissy le forum Armand Peugeot ouvre de nouveau ses portes. Poissy, on le rappelle, qui est la ville d'origine d'un joueur des Bleus qui est sélectionné au mondial. Il ne sera vraisemblablement pas titulaire ce soir. C'est Matteo Egendouzzi qui est natif de Poissy. Et je vous précise aussi que pour toutes ces rencontres diffusées sur écran géant, l'entrée sera gratuite à chaque fois. Donc de nombreuses solutions existent, les communes yvelinoises, mais il y a aussi des bars comme ici à Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup Grégory Canalé. On vous retrouvera tout à l'heure en fin d'émission pour refaire le point avec vous à quelques heures du match sur l'ambiance dans le bar.
Avec nous également en plateau, Robert Vallière, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général d'Yvelines Fibre. Le département des Yvelines est un territoire plutôt bien fibré. 98% des foyers du réseau Yvelines Fibre sont équipés de la fibre. Et Seine et Yvelines Numérique, avec qui vous travaillez en étroite collaboration, a reçu une récompense. Excusez-moi, c'est un prix qui vous marque ? C'est un bel aboutissement, c'est-à-dire que Seine-et-Yvelines Numérique, c'est le bras armé du département pour l'aménagement numérique du territoire. Et Seine-et-Yvelines Numérique, à travers un appel d'offres, mené également par le département, a retenu TDF pour fibrer 150 communes, les communes les plus rurales du département, et de faire ça dans un temps qui était imparti, donc 2021. Et TDF s'est engagé, avec Yvelines Fibre, sa filiale Yvelines Fibre, s'est engagé à réaliser ce déploiement uniquement sur fonds propres, c'est-à-dire que c'est un engagement sans argent public. Oui, parce que vous travaillez sur ce déploiement depuis 2017. On a signé le contrat avec le département et Seine-et-Yvelines Numérique fin 2017, et donc c'est un déploiement qui s'est étalé sur entre 2018, 2021, 2022 pour accorder plus de 100 000 foyers. Et donc on en parlera plus en détail dans quelques instants. Avec nous également Sylvie Artigue du Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Vous en parlez à l'instant, vous êtes la directrice du campus qui vient d'ouvrir à Flins-sur-Seine, ce nouveau campus. Alors est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors c'est un nouveau campus en effet qui est dédié intégralement à l'économie circulaire, ce qui est un nouveau. C'est le premier campus qui permet de le faire en étant intégralement dédié à la préparation des métiers qui vont accompagner la transition de la filière automobile, intégrant les grands objectifs presque de la planète et de la décarbonation. Et Nicolas Dandry, vous y étiez également à ce lancement de ce nouveau campus ce matin. Alors vous avez pu suivre cette visite. Qu'est-ce que vous avez pu voir ? Oui, effectivement, bonsoir. Effectivement, j'étais à cette visite et on voit que finalement, cette transition de l'usine de Flins débutait dès l'annonce en 2020 avec la Renaulution annoncée par Luca De Meo et Jean-Dominique Sénard, les deux grands dirigeants du groupe Renault. Eh bien, on voit la concrétisation, disons, de la transformation de l'usine de Flins, de la production, puisque historiquement, l'usine de Flins produit des véhicules Renault vers ce dont on parlait notre invité, vers un site dédié à l'économie circulaire, et on en reparlera dans cette chronique qui suit. On fera le point avec vous dans un instant. Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Journaliste de la rédaction, vous allez nous présenter les informations d'aujourd'hui dans les Yvelines. Exactement, on va parler dans quelques instants de la neige qui est tombée. Alors les quelques millimètres de neige, centimètres par endroit sont tombés dans les Yvelines. On en parlera dans quelques instants et on parlera également du dispositif pour le match de ce soir. 250 policiers seront mobilisés sur les festivités qui seront sûrement organisées juste après le match. Et ce sera juste après, mais avant, jetons un petit coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel sera voilé sur l'ensemble des Yvelines. Au niveau des températures, il fera encore très froid. Comptez moins 4 degrés à Rambouillet, moins 3 à Houdan et Versailles et moins 2 degrés à Mantes-la-Jolie. Mais les ressentis seront en moyenne de moins 8 degrés, alors couvrez-vous bien. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager avec quelques éclaircies. Au niveau des températures, il fera 1 degré à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan et 0 à Rambouillet. Et demain, nous fêterons la Sainte Ninon. Le point maintenant sur l'actualité dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro. On commence par ces images de neige qui ont recouvert les Yvelines. On s'est tous réveillés avec une crainte. Pouvait-on prendre notre voiture ce matin ? La réponse était finalement oui. Il n'est tombé que 2 cm de neige en moyenne sur le territoire des Yvelines. On peut voir les images tournées aux 4 coins du département. C'était joli pour les yeux. Il y avait des flocons sur le toit des maisons, mais pas de grosses chutes de neige comme craint la veille par Météo France. De plus, les services des communautés d'agglomération et le département avaient bien salé les routes principales sur l'ensemble
l'ensemble du territoire des Yvelines. Et ça roulait donc plutôt bien aujourd'hui. Selon Bison Futé, il y avait moins de 150 km de bouchons à 8h30. Mais attention, quelques flocons pourraient encore tomber dans la nuit. On est toujours en vigilance orange jusqu'à ce jeudi et notamment à cause du verglas. Après l'image du jour, on passe à notre chiffre du jour, 250. Pourquoi ? 250, ce sera le nombre de policiers mobilisés ce soir dans les Yvelines pour encadrer la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc. Ils seront présents principalement en zone police plus qu'en zone gendarmerie. Ils auront pour objectif d'encadrer l'aspect festif dans une certaine limite, comme nous l'explique Julien Degère, directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines. Il était au micro de TV78 ce matin. Les effectifs des commissariats concernés à Trappes, donc c'est le commissariat d'Elancourt, à Mantes et aux Mureaux, seront engagés avec des niveaux d'effectifs supérieurs à d'habitude. Les moyens de la DDSP propre seront engagés également, donc les brigades cynophiles, la compagnie d'intervention et la brigade équestre. Et la DDSP sera renforcée par une demi-compagnie de CRS également. Et je serai personnellement, comme je l'ai fait tous les soirs, sur le terrain ce soir avec mes troupes aux Mureaux. Il y a eu 10 interpellations au total samedi dernier dans les Yvelines suite à la victoire de la France et du Maroc. La préfecture des Yvelines est revenue sur le bilan de la lutte contre la délinquance. C'était ce matin. Jean-Jacques Brault, le préfet des Yvelines, a fait le bilan aujourd'hui. Quelques chiffres dans la zone gendarmerie. La délinquance générale est à la baisse de 3,95%. La délinquance de proximité baisse elle aussi de 4,5%. Par contre, il y a une hausse de 2% sur l'atteinte à l'intégrité physique, notamment à cause des violences intrafamiliales. Un autre chiffre, il y a une hausse de 40% des vols d'automobiles dans la zone de gendarmerie. Du côté de la police nationale, 122 trafiquants de drogue ont été interpellés depuis septembre. Pour les rodéos automobiles, il y a eu 38 procédures depuis septembre. On note également 4 à 16 gardes à vue par jour pour les violences conjugales. Enfin, pour les vols avec violence, il y a une diminution de 15% depuis le mois de septembre et une baisse de 6% des cambriolages. On écoute le préfet des Yvelines. Nous avons la ferme intention de continuer sur ces priorités pour voir au bout d'un semestre ou même plus, en espérant que les chiffres continueront à être bien orientés. Et dans la perspective que j'ai aussi esquissée tout à l'heure, d'une préparation, d'une anticipation des Jeux Olympiques. Et voilà, alors tout ça suppose beaucoup de détermination de la part des chefs de service qui sont à mes côtés. On va maintenant prendre la direction de Maison Lafitte. Vous avez une bonne nouvelle, Mickaël. La nouvelle n'est pas encore officielle, mais c'est en très bonne voie. L'hippodrome de la ville de Maison Lafitte pourrait rouvrir l'année prochaine en 2023. La société organisatrice de courses France Gallo a fait un pas en ce sens ce lundi 12 décembre. Elle a approuvé les modalités d'achat de l'hippodrome par l'établissement public foncier d'Île-de-France, une étape décisive selon le maire de la commune Jacques Millard. La structure sera rachetée pour le compte de la ville. Depuis 2019, aucune course n'a été organisée dans la commune, ce qui commence à faire très long pour les passionnés de courses de chevaux. Et vous souhaitiez terminer par une dernière information, Mickaël. Le gouvernement vient de dévoiler l'information. Les Yvelines font partie de la liste des 19 départements tests pour le dispositif RSA sous condition. L'expérimentation préfigure la future organisation France Travail. Elle a pour but de faciliter l'insertion professionnelle. Les allocataires devraient travailler entre 15 à 20 heures par semaine pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il sera mis en place dans les Yvelines en 2023. L'expérimentation devrait concerner dans un premier temps 30 000 personnes réparties sur ces 19 départements. Merci beaucoup Mickaël Elmidoro. Et comme d'habitude, si vous aussi vous avez vu une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le communiquer en utilisant le hashtag 78news. On le disait en début d'émission, ce matin était présenté le campus des métiers et des qualifications, baptisé Industrie circulaire de la mobilité. Il est situé sur le site de Renault-Fla à Flins-sur-Seine. Nicolas Dandry, vous y étiez ce matin. Oui, alors du coup, je vous le disais, l'usine de Flins est en pleine mutation. Ce site industriel historique se transforme. Le lancement du campus des métiers et des qualifications Industrie circulaire de la mobilité s'inscrit dans cette transformation. Et plusieurs personnalités institutionnelles étaient présentes, et notamment Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie. C'est une révolution industrielle qui va nous permettre à la fois de décarboner l'industrie traditionnelle, la voiture, mais en développant l'industrie de la décarbonation et en accompagnement les salariés de l'industrie d'hier à aujourd'hui
vers l'industrie d'aujourd'hui et de demain. D'abord, on accompagne évidemment les employés d'aujourd'hui vers le Renault de demain, mais ce qui m'intéresse surtout, et on en a rencontré ici un certain nombre qui le font, c'est que ce sont les employés actuels qui eux-mêmes deviennent des formateurs. Parce qu'ils connaissent le groupe, parce qu'ils travaillent, certains choisis, d'autres à Flins depuis longtemps, et que Renault a été capable, volontaire, pour les accompagner, pour qu'eux-mêmes deviennent, on parle beaucoup d'emploi des seniors ces temps-ci, des gens qui vont accompagner les jeunes vers l'automobile de demain. Et alors Nicolas, quels sont les différents acteurs de ce nouveau campus ? Alors, vous l'avez compris, hein, l'acteur principal de ce projet, c'est Renault Group. Le constructeur automobile veut bâtir le premier site européen dédié à l'économie circulaire de l'automobile à Flins-sur-Seine. Une activité de rénovation de pièces automobiles que vous voyez déjà, qui est déjà en application sur le site. Il y a un bâtiment aussi dédié au reconditionnement de véhicules, inauguré en novembre 2021, il y a un an. Puis une activité aussi autour des solutions de mobilité hydrogène avec la filiale Ivia. Et maintenant, le campus, eh bien, on écoute à ce propos Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration de Renault. Flins va se transformer et rester au cœur du monde automobile. Et vous l'avez vu ce matin à travers les installations sur l'hydrogène qui vont ne cesser de grandir sur les 10 ans qui viennent, sur les installations sur justement la reconfiguration des véhicules. Tous ces aspects-là, il y en a bien d'autres, vont occuper les nouveaux locaux de Flins. Et je pense que dans quelques temps, Flins va être une fourmilière. Les compétences, l'économie circulaire, vous êtes ici dans ce campus qui va permettre de traiter ce sujet. Je pense que Renault est très en pointe dans cette affaire-là, mais Renault n'est pas seul. Renault, vous l'avez vu, est accompagné à la fois par l'État, par la région, par le rectorat, par l'université. Franchement, ce matin, c'était un exemple fabuleux de ce que j'appelle la collaboration publique-privée. Une collaboration publique-privée avec l'ensemble des partenaires qu'on vient d'entendre. Et parmi ces partenaires, il y a l'université Versailles-Saint-Quentin. Et on écoute justement son président. Il y a déjà des unités d'enseignement qui seront appliquées ici et construites, réfléchies avec des professionnels et des universitaires de l'université de Versailles-Saint-Quentin et de Paris-Saclay. Mais c'est également la mise à disposition de l'ensemble de nos forces, tant de formation que de recherche, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir aux solutions de demain à travers nos laboratoires en particulier qui irriguent le Mantois, qui ont un savoir-faire ici, mais également l'ensemble du territoire des Yvelines. Alors Sylvie Artigue du Genest, on vient d'entendre, on l'a compris, hein, c'est vraiment un campus dédié à l'économie circulaire. Comment ça se traduit de manière opérationnelle sur le terrain ? Alors, il a deux volets, ce campus. Il est né sur, et vous l'avez très bien indiqué, sur le site de Renault-Flins qui est en transformation réelle depuis 2020, où la décision de la direction générale a été de stopper la production des véhicules dans l'usine. De manière concomitante, la direction générale a souhaité ne pas fermer le site et le transformer en économie circulaire. Et de ce fait-là, de prendre l'engagement de créer autant d'emplois dans ces nouvelles activités que le site contenait en termes d'effectifs. Autrement dit, pour faire court, 2000 emplois à horizon 2025 et un engagement de 3000 à horizon 2030. Cet engagement de réemployer, de rediriger, de transférer les personnels de l'usine dans ces nouvelles activités était le premier engagement et forcément nécessitait un plan massif de formation. C'est de là qu'est né le campus. Donc un premier engagement qui est de former l'ensemble des collaborateurs du site. Sur la base de cet engagement, nous avons assez vite compris qu'on était pionniers, mais que probablement dans le tissu économique global de l'automobile, d'autres seraient concernés, voire intéressés par des formations qui intégreraient l'économie circulaire au milieu de l'automobile. Et en fait, de là est né le campus, avec un objectif aujourd'hui de former 8000 personnes d'ici 2027. Globalement, donc pas seulement Renault. Finalement, en fait, c'est parti en fait de la transformation du site. Vous le disiez, en fait, finalement, les salariés qui étaient déjà sur le site de Flins-sur-Seine, il fallait les former aux nouvelles activités. Quelles sont ces nouvelles activités, justement, concrètement c'est les former à quelle activité ? Alors, tout à fait concrètement, Factory-VO, qui est l'activité dont on a le plus parlé, donc c'est peut-être celle que je vais citer, c'est du reconditionnement de véhicules d'occasion, nous a amené à former de manière différente les carrossiers, les peintres et les mécaniciens que nous avions dans l'usine, à faire non plus de la carrosserie et de la peinture sur de véhicules neufs, mais sur de véhicules d'occasion. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça suppose un dispositif de formation au moins
besoin d'adaptation à des compétences qu'ils avaient de base, bien évidemment. Un carrossier a acquis des compétences en carrosserie. Néanmoins, monter un véhicule neuf et avoir des compétences en carrosserie pour monter un véhicule neuf, c'est pas du tout la même chose que avoir à réparer, à rénover un véhicule, même récent, mais qui est d'occasion. Alors là, vous parlez de métiers traditionnels, de mécanique. Finalement, il y a aussi les métiers d'avenir, ceux qui n'existent pas encore. Absolument. Celui que je peux vous citer, qui fait partie des métiers que l'on va préparer prochainement, il y en a au moins deux. Il y en a qui sont liés à l'énergie, parce que quand on parle de décarbonation, on est obligé de parler d'énergie et de solutions de stockage. Ce sont des nouveaux métiers pour des constructeurs automobiles pour nous. C'était des métiers qui étaient à la périphérie, dont on s'occupait nécessairement des compétences dont on avait besoin, mais qu'on allait chercher à l'extérieur. Là maintenant, on commence à les intégrer parce qu'on a bien compris que les solutions de stockage et de gestion d'énergie, elles sont indispensables en fait à tout système de mobilité. Voilà. Donc, en batterie, pour intégrer l'économie circulaire, je vais vous parler seulement, moi, non pas de production de produits neufs, mais de produits usagés. Sur la partie batterie et hydrogène, typiquement, nous allons nous avons déjà commencé à former des opérateurs qui montent la pile à combustible à hydrogène que l'on monte sur des véhicules hybrides, hydrogène électrique. Nous avons aussi des opérateurs que nous formons sur les secondes vies de batteries, voire troisième vie aujourd'hui, c'est-à-dire démonter des batteries et apprendre à les démanteler et à les réemployer. Quand vous parlez de batteries, c'est des batteries de véhicules électriques ? Oui, absolument. Aujourd'hui, vous êtes en capacité, parce que là, c'est en train de se démocratiser le véhicule électrique, mais vous êtes d'ores et déjà en capacité pour les véhicules électriques, entre guillemets, en fin de vie, de réutiliser la batterie qui était dans ce véhicule concerné. Absolument, l'activité est déjà en place sur le site industriel de Flins et elle est capacitaire, elle peut monter en capacité encore. Je vais vous dire, le problème que l'on a en fait, il est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de batteries sur le marché par rapport à la capacité que nous avons à les recycler. Alors justement, vous tendez la perche, peut-être à la dernière question. Justement, il n'y a pas assez de collaborateurs au sein du site de Flins pour justement aller sur ces activités-là. Je suppose que le dernier public que vous adressez finalement, c'est les jeunes, ceux qui vont qui intègrent peut-être des lycées professionnels, ceux qui vont peut-être aller en études supérieures. Et c'est un public aussi que le campus adresse, c'est ça ? Alors parfaitement, et merci de le souligner parce que ce campus étant situé sur le site de Renault Flins, évidemment, on aurait tendance à l'identifier à Renault. C'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que c'est son berceau et que c'est de là qu'il est né. Et c'est important parce que c'est pour nous un laboratoire de ces nouveaux métiers, précisément ce site en transformation. Néanmoins, nous avons souhaité l'ouvrir et aujourd'hui, il est ouvert, en effet, à tous les établissements du secondaire et du supérieur du territoire. On travaille en réseau, bien évidemment, on ne peut pas accueillir tous les établissements sur le site. Nous essayons de travailler en réseau et l'idée est progressivement de ce qu'on appelle dans le jargon académique de colorer des formations existantes, notamment dans l'automobile. En maintenance en automobile, on est en lien notamment avec Mantes-la-Jolie, j'ai des exemples en tête, de colorer progressivement des formations jusqu'à pouvoir mettre en place des diplômes. C'est un peu long, les diplômes, donc ça va nécessiter un peu plus de temps. Donc là, il y a d'ores et déjà des élèves, des étudiants, lycéens qui viennent sur le site de Flins-sur-Seine. Sur des courtes périodes, parce que pour le moment, on essaie d'adresser le plus grand nombre, et donc sur des courtes périodes, il faut qu'on monte en compétences nous aussi et en ressources progressivement. Mais oui, absolument. Merci beaucoup Sylvie Artic du Jeunesse d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je le rappelle, vous êtes la directrice de ce nouveau campus Industrie circulaire de la mobilité situé à Flins-sur-Seine. On en parlait en début de cette émission. Seine et Yvelines Numérique a reçu une distinction pour le déploiement de la fibre sur le territoire. Pour en parler avec nous, Robert Vallière, vous êtes le directeur général d'Yvelines Fibre. Alors Robert Vallière, c'est quoi exactement Yvelines Fibre ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors Yvelines Fibre, c'est une filiale du groupe TDF. Donc Yvelines Fibre a été créée lorsque TDF a remporté, en fait a signé une convention avec le département et Seine et Yvelines Numérique pour déployer la fibre optique sur 150 communes du rural sur les Yvelines. TDF, c'est une grosse maison, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a 3 piliers globalement. C'est la diffusion de la TNT et de la radio FM principalement. Ensuite, c'est TDF met à disposition également des pylônes pour les opérateurs, quels qu'ils soient, que les 4 opérateurs que l'on connaît au niveau national. Et ensuite, le dernier métier
qui est le plus récent, mais qui est aujourd'hui, qui se développe énormément chez TDF, c'est le développement de la fibre optique sur les territoires, sur le territoire national. Donc vous avez développé la fibre dans 98% des foyers équipés dans le réseau Yvelines Fibre. Objectif 100%? Alors l'objectif, de toute façon, d'un point de vue d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue politique et pour Yvelines Fibre, l'objectif c'est que tout le monde puisse accéder à la fibre optique, puisqu'on sait en plus que dans quelques années, alors est-ce que ça sera 2025, 2030, le cuivre va disparaître. Donc il est indispensable de toute façon que tous les foyers puissent accéder à la fibre optique. Et donc quels sont les enjeux? Je suppose que ce sont plutôt les zones rurales? Non, aujourd'hui, il y a eu un énorme travail qui a été réalisé pour aller chercher les foyers les plus isolés. Typiquement, on a fait 400 km de travaux de génie civil, notamment pour aller chercher des fermes isolées, etc. Donc ça, ce travail-là, il est fait à 99%. On a encore des petites choses et qu'on partage avec les communes. Le plus compliqué, c'est plutôt les petits immeubles collectifs, parce que pour fibrer un immeuble, on est obligé d'installer la fibre optique dans les parties privatives et on ne rentre pas comme ça dans un immeuble. Donc il faut signer une convention. Alors signer une convention avec un immeuble qui fait 15-20 logements, il y a un syndic, donc c'est relativement simple. Par contre, quand ce sont des immeubles qui ont 4 ou 5 logements, c'est de temps en temps 4 ou 5 locataires, on ne sait pas où est le propriétaire, il peut être en France, il peut être à Paris, il peut être, etc. Et donc ce qui reste principalement, c'est en fait les petits collectifs. Vous avez rencontré d'autres obstacles, d'autres freins lors du déploiement de la fibre? Alors, des freins, on en a plein, sinon ça serait pas drôle. Alors le premier, vous parliez de la météo tout à l'heure où il fait très froid, enfin il fait que -2. On a déployé en 4 ans, on a connu toutes les conditions météorologiques possibles et imaginables, des très fortes chaleurs en été, des très basses températures également. Il y a eu des inondations aussi, il y a 1 an ou 2. Donc les conditions météorologiques qui sont extrêmement compliquées. Ensuite, les infrastructures qu'il faut renouveler, c'est-à-dire que 400 km de travaux de génie civil, c'est pas vous voyez, c'est Paris-Lyon, quoi. Paris-Lyon, c'est 470 km. Bon, on a fait 400 km, à part que c'est pas un grand chantier, c'est des petits chantiers de 1 km, de 500 mètres, de 700 mètres. On a changé plus de 1000 poteaux sur le territoire des Yvelines parce qu'ils avaient besoin d'être changés. Donc, c'est plein de petites choses qui font qu'à l'arrivée, on arrive à faire un déploiement. On a tiré, juste un dernier chiffre, on a tiré 6500 km de câbles sur le territoire. Vous avez les compétences nécessaires? Peut-être qu'il va falloir faire un campus de la fibre optique, parce que je suppose que c'est aussi des métiers qui sont en tension, ou des métiers à créer peut-être aussi. Alors, il y a eu ces métiers-là étaient en très très forte tension, puisqu'il y a eu un plan national avec le président Macron pour avoir la France qui soit fibrée d'ici 2025. Ce plan aujourd'hui, on va dire, il a atteint son pic et maintenant on est en train d'atterrir, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire sur le territoire national. Donc c'était des métiers en très forte tension il y a très peu de temps. Aujourd'hui, maintenant le métier, il rentre beaucoup sur les aspects maintenance de réseau et puis sur les raccordeurs, puisqu'il y a énormément de raccordements. Aujourd'hui, le territoire, 50% des foyers globalement qui sont éligibles à la fibre optique ont pris un abonnement à la fibre. Ça veut dire qu'il reste encore énormément de raccordeurs à faire. Donc il y a eu un énorme travail de formation effectivement ces dernières années. Là on rentre plutôt dans une phase de stabilité. Il y a quand même certains Yvelinois qui déplorent des problèmes liés à la fibre. Ils sont sans cesse déconnectés. Comment est-ce qu'on peut améliorer ces conditions d'accès à la fibre? Alors, il y a d'abord un travail qui est réalisé au niveau national avec l'autorité de régulation des communications et des postes, l'ARCEP, pour voir comment on peut améliorer les process à travers des outils tels que l'intelligence artificielle, comment on peut travailler avec les opérateurs, puisque en fait les raccordements sont réalisés par les opérateurs. C'est-à-dire que Yvelines Fibre met à disposition son réseau aux opérateurs qui vont ensuite réaliser les raccordements. Donc il y a tout un travail qui est réalisé entre les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs d'infrastructure, Yvelines Fibre en est un, et les opérateurs qui réalisent les raccordements. Mais au-delà de ça, d'un point de vue statistique, alors on est toujours sur uniquement un niveau de statistique, mais globalement le réseau Yvelines Fibre et les réseaux TDF ont un niveau de qualité qui est supérieur à la moyenne, et en tout cas c'est ce qui apparaît sur le site de l'ARCEP.
Eh bien, merci beaucoup Robert Vallière d'être venu en plateau avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur général d'Yvelines Fibre. Merci. Demain aura lieu la remise des diplômes du dispositif L'entrepreneuriat pour tous. Alexandra Rossetti, la vice-présidente déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, a accepté de répondre à nos questions. Alors, c'est pour récompenser ceux qui ont suivi la formation de l'entrepreneuriat pour tous jusqu'au bout. L'entrepreneuriat pour tous, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place l'année dernière par SkiCube à Saint-Quentin-en-Yvelines pour accompagner les créateurs d'entreprises, enfin ceux qui veulent créer leur entreprise. Sur cette promotion, donc c'est la deuxième promotion, puisqu'on a commencé l'an dernier, on a eu 60 candidatures. On en a retenu 11, dont 8 femmes. Voilà, donc c'est ces 11 candidatures, ces 11 personnes que nous avons suivies pendant 3 mois, que nous allons récompenser demain. Si on veut regarder le bilan de l'année dernière, sur les 14 stagiaires que nous avions l'an dernier, nous en avons 8 qui ont créé leur entreprise. Donc ça veut dire que le dispositif qu'on met en place rencontre son public. Il correspond à un besoin et donc nous en sommes vraiment très, très satisfaits. Ça apporte beaucoup à Saint-Quentin-en-Yvelines d'abord évidemment parce que ça permet de créer de l'emploi. C'est-à-dire que ça permet à des personnes qui... Alors, des fois ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qui sont demandeurs d'emploi qui se disent je vais créer mon entreprise. Et lorsqu'ils sont bien accompagnés, si leur entreprise se développe, ça crée aussi de l'emploi. Donc c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant. Nous, ça nous permet de conserver une dynamique, d'encourager aussi des projets, par exemple, liés à l'innovation. On va parler de sport durable à présent. Certains professionnels se demandent comment réduire leurs impacts sur l'environnement, notamment au niveau de leur équipement sportif. Par exemple, des chaussures de foot peuvent être remplacées tous les 6 mois en fonction du niveau du joueur. Et avec nous pour en parler, David Rangdé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en formation pour l'école Win Sport School. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette école ? Alors, Win Sport School, c'est une école du management du sport. Qui donc forme des étudiants, une formation type école de commerce, mais spécifiquement au domaine du sport et aux métiers qui tournent autour du sport et du sport business. On a identifié assez récemment d'ailleurs, en rapport avec la Coupe du Monde aussi, qu'il y avait un déficit et une vraie opportunité dans les nouveaux métiers. Et dans la récupération d'équipements sportifs par exemple. Donc on a décidé de faire travailler nos étudiants dans le cadre d'un projet national qui s'appelle Win s'engage, puisque Win Sport School c'est 22 campus à travers la France. Et donc on a créé un gros challenge campus par campus. Et donc c'est quoi ce challenge ? Alors le challenge c'est tout d'abord une phase de qualification sur chaque campus avec des équipes d'étudiants qui vont travailler sur des projets qui peuvent nourrir l'économie circulaire, permettre de limiter l'impact du sport sur la consommation. Et donc concrètement, ils ont travaillé sur quel projet ? Il y en avait plusieurs. Il y avait des projets dans le e-sport, puisque c'est un domaine qui se développe énormément. Donc, par exemple, la récupération de matériel informatique dans le cadre d'événements e-sport. Les chaussures, comme vous avez cité tout à l'heure. Chaque enfant qui fait du football, par exemple, va consommer beaucoup de paires de chaussures au fil des années. Il grandit vite. Les pieds grandissent, donc les chaussures sont parfois pas usées, donc autant les récupérer. L'objectif c'est ça, par exemple. On a aussi un groupe qui s'est trouvé 2 partenaires, donc un club de football du 92 et puis une entreprise qui fabrique des ballons à partir de plastique recyclé, trouvé en mer ou au bord des routes. Voilà, donc il y a plein de projets comme ça qui sont émergents. Il y a un projet qui a gagné aujourd'hui. On a élu le meilleur projet du campus de Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui, qui va affronter les autres projets vainqueurs. Et donc le projet vainqueur de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est lequel ? Alors là, du coup, c'est le projet qui a été élu. C'est celui qui va être en partenariat avec l'entreprise Vista et le GPSO 92, le club de football féminin d'Issy-les-Moulineaux, et qui va permettre de récupérer du plastique pour aider Vista
à fabriquer des ballons et donc réduire l'impact des sportifs finalement sur notre environnement. Donc si je comprends bien, le sport durable, c'est du reconditionnement en fait. Voilà, pas En uniquement, partie. mais c'est surtout les projets qu'ont choisi nos étudiants cette année. Chacun a sa créativité et aujourd'hui, c'est les projets qui sont sortis cette semaine. Ouais. Et donc vous l'avez dit, il y a 22 campus en France. Le sport durable, c'est l'avenir, ça tend à se développer selon vous? Ça fait partie des métiers qui vont être émergents. On l'a vu avec la Coupe du Monde au Qatar qui fait très polémique. Ils ont réussi à fabriquer des stades démontables pour certains qui vont être recyclés, réutilisés dans d'autres pays. C'est nouveau, c'est inattendu. Il y a encore comme ça beaucoup d'opportunités dans le sport, beaucoup d'opportunités à découvrir. Le sport, ça reste un loisir. Il faut réduire notre empreinte carbone. Grâce au sport, on a la possibilité de le faire. Et donc vous trouvez que les sportifs sont sensibilisés à cette question? Ils sont extrêmement sensibilisés, ils prennent déjà soin d'eux, ils prennent soin des autres. Ils sont sensibilisés à beaucoup de questions de ce type-là, puisque ça fait partie des critères de réussite pour les sportifs. Donc les gens qui aiment le sport font très attention, oui. Que reste-t-il à faire, j'ai envie de dire, dans ce secteur, dans ce domaine, pour améliorer son impact sur l'environnement? Il y a énormément de choses à faire, je ne les connais pas tous. Si j'avais toutes les clés, ce serait facile. Non, il y a énormément d'efforts à fournir. Il y a beaucoup de... On a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar, les Japonais, par exemple, nous montraient l'exemple. Ramasser leurs déchets dans les tribunes à la fin des matchs. Ça, c'est quelque chose qui est un détail, mais on organise des grandes courses. Le Tour de France en est une, par exemple, qui génère beaucoup de déchets. Ça crée de la polémique. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à fournir. Et les jeunes sont très, très sensibles à ça. On a régulièrement des jeunes qui nous posent la question comment ils peuvent faire, comment ils peuvent s'investir. Et on les voit avec beaucoup de projets. Ça, c'est Et donc au sein de votre école, vous proposez plusieurs formations. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Voilà, on a un cursus qui s'étend sur 5 années. D'abord un bachelor, qui est un bac plus 3 au management du sport, très orienté commerce, communication, marketing et événementiel. C'est avant tout un cursus d'école de commerce, très orienté management du sport et métier du sport, sport business. Pareil, on a un MBA, un bac plus 4-5, qui permet à nos étudiants aussi de pouvoir continuer leur cursus jusqu'à un niveau, bac plus 5, un niveau master. Et ce qui donne beaucoup de connaissances et de compétences spécifiques dans le monde du sport. Il y en a beaucoup qui s'orientent vers l'événementiel, les relations de partenariat, le management dans le sport. Et on y rentre comment dans cette école? Il y a 3 critères pour intégrer nos formations. Le premier, c'est un critère purement scolaire, un dossier de candidature avec quel étudiant on va être, ou quel étudiant on était. Le deuxième, c'est le projet sportif, un entretien individuel qui est avec un conseiller en formation, moi ou un autre. Et ensuite, il y a un test à effectuer, un test en ligne. Donc chaque candidature est étudiée de façon individualisée. Et chaque étudiant va avoir une personne référente tout au long de son cursus chez nous. Eh bien, merci beaucoup David Rangdet d'être venu en plateau avec nous. Je le rappelle, vous êtes conseiller formation pour l'école Win Sport School. Merci. Cette année, Saint-Germain-en-Laye fête le 45e anniversaire de son jumelage avec Aschaffenburg en Allemagne. À cette occasion, des jeunes du lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye et des lycéens de la ville allemande ont visité récemment le Parlement européen de Strasbourg. Ils ont pu notamment échanger avec des eurodéputés, une action avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Le reportage de Jessie Willens de nos confrères Radio Sensation. Nous sommes devant le Parlement européen. Il est composé de 705 eurodéputés et il a pour fonction de représenter les citoyens de l'Union européenne. À travers le comité de jumelage d'Aschaffenburg et Saint-Germain-en-Laye, des lycéens des deux pays sont venus rencontrer et débattre avec des eurodéputés. Pour moi, l'Europe en elle-même, c'est avant tout un continent. C'est-à-dire un continent sur lequel se trouvent tous les pays membres. Et d'autre part, cela signifie aussi, pour moi, une organisation qui veille à ce que la paix soit entretenue et respectée sur le continent, et que les citoyens comprennent cela, et que l'on prête attention aux intérêts de chaque pays. Tournés vers l'environnement, les lycéens ont également pu y voir plus clair sur la fonction d'un eurodéputé. Mais pourquoi la thématique de l'environnement semble être une priorité pour la jeunesse, l'environnement qui renferme d'ailleurs de nombreuses problématiques. Et si on ne fait pas quelque chose pour... on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique, mais pour
aider à ce que le réchauffement climatique baisse un peu, c'est important parce que c'est un peu, on travaille pour notre survie. Je pense qu'on réagit trop tard parce qu'on s'en est pas rendu compte. Enfin, si on s'en rendait compte, mais on se disait on va faire ça après. On va se dire, on attendait un certain point où la situation devenait ingérable. Et on ne peut pas faire de retour en arrière, mais malgré le fait que c'est pas terrible, il faut continuer à faire des efforts et pas arrêter et se dire que c'est trop tard. Les lycéens ont rencontré Marie-Pierre Védrenne, eurodéputée française, et Luc Karsten, eurodéputé allemand. Attirer la jeunesse, c'était d'ailleurs l'un des objectifs de l'Union européenne pour l'année 2022 à travers le dispositif Année européenne de la jeunesse. L'idée est simple, sensibiliser et intéresser les jeunes aux problématiques européennes. Je pense qu'il est extrêmement important pour l'Union européenne d'être connectée aux jeunes générations parce que les décisions que nous prenons maintenant ont un impact bien sûr dans le présent, mais surtout elles construisent le futur. Donc elles construisent des politiques qui vont impacter les jeunes générations. C'est pour ça que c'est essentiel de travailler tout de suite avec eux, leur expliquer aussi la réalité de notre action. Parce que moi, il n'y a pas un jour où je vais dans une intervention scolaire où les jeunes me demandent « mais qu'est-ce que vous faites pour le climat ?» On voit qu'on a aussi un enjeu de visibilité de notre action. Donc c'est pour ça que accueillir des groupes, intervenir dans le cadre scolaire, appuyer des événements pour que les gens se croisent, pour que les gens échangent, pour que les gens dialoguent, pour confronter les idées, c'est absolument essentiel. Toute l'année, c'est donc au Parlement européen situé à Strasbourg que les eurodéputés se rassemblent. Ils y votent et ils débattent sur les différentes problématiques de l'Europe. Plus d'informations sur le site europa.eu. Comme chaque mercredi, c'est l'heure maintenant de passer à notre page cinéma. Et on commence par cette sortie dans les salles de cinéma qui est tant attendue par les Français. Avatar 2, La Voix de l'eau. 13 ans après le premier volet de la saga, James Cameron rempile avec un deuxième volet qui s'annonce spectaculaire. Luc Bocan, le directeur du Ciné7 d'Elincourt, nous en parle. Regardez. Aujourd'hui, mercredi 14 décembre 2022, nous sortons dans nos belles salles du Ciné7 à Elincourt. Le volet numéro 2 du très attendu Avatar, 12 ans ou 11 ans, je ne sais plus exactement, après le premier épisode. Donc Avatar, La Voix de l'eau, réalisé par le fameux James Cameron, qu'on entend partout dans les médias aujourd'hui. 3h12 de film, évidemment un film qui a été réalisé en vrai 3D, et ça c'est important de le dire parce que on a été obligé de cavaler un petit peu pour remettre à niveau tout notre équipement 3D que nous n'avions pas utilisé depuis des lustres, période de Covid en plus, voilà. Donc tout ça fonctionne très bien, je rassure les spectateurs. Et donc Cameron, moi je lui rends hommage parce que c'était quand même un grand monsieur du cinéma qui travaille énormément, qui adore les nouvelles technologies, qui adore l'eau, vous le savez, souvenons-nous du très beau Abyss qu'il a réalisé il y a très longtemps maintenant. Et donc il insiste beaucoup, et ça c'est très appréciable pour nous exploitants, pour que son film sorte exclusivement en sortie mondiale dans les cinémas. Voilà, et j'insiste là-dessus, et pas sur les plateformes. Dans toutes les interviews qu'il fait, il redit l'importance de la salle de cinéma, de ce lieu magique où nous partageons ensemble des émotions. Le film est, paraît-il, très réussi. Il paraît, je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît qu'on ne voit pas passer les 3h12 de film. Donc nous le projetons au Ciné7 pendant 4 semaines, au moins, en 3D et en 2D. En VF dans un premier temps, parce que ce sont les exigences du distributeur, mais on récupérera de la VO à partir de la 3e semaine. Et nous vous attendons donc très nombreux pour découvrir avec nous ce très beau film, très spectaculaire, Avatar, La Voix de l'eau. Et on poursuit cette page cinéma par le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Cette semaine, c'est la réalisatrice Jenna Suru qui vous propose son coup de cœur. Regardez. Le film que je recommande est L'événement de Audrey Divan. L'événement raconte un rite de passage tout particulier puisque c'est celui d'une jeune femme qui se trouve confrontée au choix d'avorter, mais malheureusement pas dans les conditions qu'on aimerait puisqu'il s'agit d'un film d'époque et que cette jeune femme est une étudiante brillante dans le cœur de la France des années 60. Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens ? Oui, non.
Ce que j'ai trouvé formidable dans ce film, c'est à quel point il ne fait pas de cadeau au sujet de l'avortement. Il est vraiment très cru par rapport à la réalité et il montre d'une certaine manière la réalité, notamment à travers des personnages et une interprétation des acteurs qui est absolument exceptionnelle. Ce qui est très intéressant aussi dans ce film, c'est le travail sur la lumière et le travail sur les décors qui, d'une certaine manière, font vraiment partie intégrante de ce rite initiatique un petit peu macabre et un petit peu qui fait malheureusement écho avec la période actuelle. Et ce que j'admire énormément finalement dans le travail d'Audrey Divan, c'est à quel point elle a pu traiter ce sujet extrêmement délicat de manière à faire vivre une expérience au public qui permet de questionner et de faire vivre le sujet de l'avortement, puisque comme pour n'importe quel sujet, il est important surtout d'en parler et de continuer d'éduquer afin de protéger des droits qui sont fondamentaux, mais qu'il faut toujours continuer à conserver et à ne jamais considérer comme acquis. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, on retrouve notre journaliste Grégory Canalé. Vous êtes au bar Up to You à Montigny-le-Bretonneux qui va diffuser dans quelques heures, dans moins d'une heure, le match, la demi-finale France-Maroc. Quelle est l'ambiance sur place, Grégory ? Eh bien, l'ambiance monte vraiment grandement sur place depuis qu'on s'est eu tout à l'heure, Mathilde. Vraiment, là, les supporters sont arrivés. On a vu quelques visages peinturlurés des couleurs bleu, blanc, rouge ce soir. Vraisemblablement, il y aura beaucoup plus de supporters de l'équipe de France que de supporters du Maroc, des Lions de l'Atlas ici dans ce bar Up to You de Montigny-le-Bretonneux. Le coup d'envoi est à 20h, mais ça y est, les tables sont remplies. Et justement, alors j'ai deux supporters de l'équipe de France qui sont avec moi, Jeanne et Thibaut. Bonsoir Jeanne, on va commencer avec vous. Pourquoi vous êtes venu tout simplement ici ce soir pour supporter les Bleus avec vos amis ? Avec mes collègues, parce que c'est important, c'est la Coupe du Monde et puis il faut être présent pour les Français pour être sûr d'arriver au bout. Voilà. Thibaut, même question, pourquoi choisir de venir dans un bar plutôt que de regarder la rencontre chez vous ce soir ? Faire la fête avec les copains, on sent que tout le pays est en ébullition, on veut participer à ça et ici c'est un super endroit pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre de ce soir ? La France fait figure de favori dans ce match, mais elle a face à elle une équipe marocaine qui a quand même éliminé l'Espagne, le Portugal dans les derniers tours. Est-ce que vous croyez aux chances des Bleus ? Qu'est-ce que vous pensez de ce match ? On croit aux chances des Bleus, on est supporters, on a envie de faire la fête. Maintenant, c'est une demi-finale de Coupe du Monde et à ce niveau-là, il peut tout se passer. Donc, le suspense sera entier, puis on va essayer de passer un bon moment. Voilà, vous voyez, des supporters derrière qui montrent quelques bières, bien sûr, à consommer avec modération. Jeanne, qu'est-ce que vous pensez du match de ce soir ? Est-ce que vous pensez que les Bleus ont toutes leurs chances ? C'est quand même favori dans ce match. Oui, je pense qu'ils ont leur chance. Maintenant, c'est quand même un match important pour le Maroc parce qu'ils sont jamais arrivés à un tel niveau, donc c'est trop cool pour eux. Mais bon, on est quand même pour la France, quoi. Petit pronostic ? Ouh là là, on va dire 3-1 pour la France. Voilà. Pour la France, pour Jeanne. Et à vous, un petit pronostic pour ce soir ? Allez, 2-1, 2 buts d'Mbappé. En sachant que ce soir, les Bleus seront quelque peu diminués. On a appris les forfaits d'Upamecano en défense et d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. Ils seront remplacés par Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté. La composition des Bleus, on peut vous la donner avec Hugo Lloris, le capitaine de cette équipe de France, qui sera dans les buts avec 4 défenseurs. En latéral droit, Jules Koundé. Dans la charnière centrale, Raphaël Varane, je vais y arriver. Et Ibrahima Konaté, je vous le disais. Théo Hernandez qui remplace bien sûr depuis le début de la compétition Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, on retrouve Youssouf Fofana qui prend la place d'Adrien Rabiot aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. 3 milieux offensifs que seront Dembélé, Griezmann et bien sûr Kylian Mbappé. Forcément, on attendra beaucoup de Kylian Mbappé. On attendra aussi beaucoup de l'attaquant en pointe, Olivier Giroud, qui est devenu au cours de cette compétition le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Est-ce qu'on peut avoir un petit allez les Bleus pour les Bleus ce soir ? Allez les Bleus ! Bon, vous voyez, c'est timide, mais les supporters sont quand même là. Et on le rappelle, le coup d'envoi de cette demi-finale France-Maroc de la Coupe du Monde, c'est à 20h. Et vous, Grégory, est-ce que vous avez un pronostic ? Moi, Mathilde, je le disais au cours des émissions, j'ai tendance à porter malheur à l'équipe que je pronostique, à l'équipe que je donne vainqueur. Donc ce soir, je ne veux pas faire de jaloux, même si, au fond, peut-être, je le disais, la France fait figure de favorite. Si on se base vraiment sur les forces en présence, pas de pronostic ce soir, mais on espère quand même un beau match, une très belle demi-finale entre la France et le Maroc.
Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalet. On souhaite bonne chance à notre équipe de France. Et avant de se quitter, je vous propose de regarder la météo de demain. Demain matin, le ciel sera voilé sur l'ensemble des Yvelines. Au niveau des températures, il fera encore très froid. Comptez moins 4 degrés à Rambouillet, moins 3 à Houdan et Versailles et moins 2 degrés à Mantes-la-Jolie. Mais les ressentis seront en moyenne de moins 8 degrés, alors couvrez-vous bien. Dans l'après-midi, le ciel devrait se dégager avec quelques éclaircies. Au niveau des températures, il fera 1 degré à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan et 0 à Rambouillet. Et on se quitte avec cette information tournée avant les dernières chutes de neige dans les Yvelines. En début de semaine, une opération de restauration de vergers a été menée au domaine de Dampierre en Yvelines. Ce sont les membres de l'association des croqueurs de pommes d'Île-de-France qui ont assuré le chantier. Une dégradation des arbres fruitiers avait été constatée depuis quelques mois. Plusieurs actions de taillage, de reprise et d'élagage des arbres ont été ainsi mises en place en partenariat avec le domaine. Le tout sous la direction de François Moulin, ancien jardinier en chef du potager du Roi à Versailles. Les propos recueillis par Julien Leroy. Il s'agissait de redonner aux arbres la forme d'origine. On peut le constater sur le mur. Là, il y avait donc des espaliers, des arbres en cordon, et puis des arbres de plein vent, des pommiers en plein vent, donc en forme libre, qu'on a dû aussi élaguer. Donc on a passé 2 journées à faire ce travail. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une édition spéciale Noël. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.